Alors, juste avant de laisser place à la conférence, juste quelques mots pour vous rappeler le contexte de ces conférences. À l'origine, donc elles ont commencé l'année dernière et c'était vraiment destiné à nos étudiants. Donc c'est pour vous, hein, merci d'être là. Certains sont obligés, heureusement. Je suis très content et le laboratoire est très content de voir que c'est bien rempli. C'est un succès pour nous aussi, ça nous renforce dans le fait qu'il est très important de traiter ce genre de problématiques, le changement climatique et la transition énergétique. Et on a vraiment besoin d'informations au niveau des étudiants, évidemment, c'est pour la formation, mais aussi au sein des partenaires régionaux et plus larges, de présenter un peu, c'est notre charge, c'est notre devoir, je pense, de présenter tous ces travaux. Donc tout ceci a un fondement, le département de géologie, géosciences, environnement et le laboratoire M2C, associé à l'université. C'est vraiment parti de cette conviction qu'on a besoin d'informer autour de cette problématique. Et donc on a proposé de faire venir, vous avez déjà eu Valérie Masson, vous avez eu Annie Cazenave, et maintenant on finit cette année, d'autres conférences suivront plus sur la transition énergétique, sur cette fois-ci Jean Jouzel. Donc comment le présenter? Je suis désolé, j'ai déjà eu du mal avec Annie Cazenave et Jean Jouzel, c'est encore pire. Il est impossible de présenter, de résumer, résumer serait une insulte. C'est 200 publications, 45 dans les Nature Science. Bien sûr, on parle souvent du prix Nobel avec Al Gore et le GIEC, mais c'est aussi surtout des travaux scientifiques en géochimie, en glaciologie, les précurseurs de Vostok, Epica-Domsé, les grandes séries glaciaires. C'est avant tout un scientifique qui maintenant nous représente, nous scientifiques, vous citoyens, pour avoir une parole auprès des politiques et des décideurs afin d'espérer d'avoir un poids pour notre avenir. Donc merci Jean, je te laisse la parole. Oui, merci de votre accueil. Merci de votre accueil, Monsieur le Président. Merci à Maxime d'avoir organisé cette conférence. Merci à tous ceux qui sont là. C'est très sympa. Madame la rectrice, merci. C'est très sympa d'être ici, Claudine. Voilà, donc j'essaie de ne pas être trop long pour laisser du temps aux questions, parce que je crois qu'on est arrivé un peu en retard. Hein. Mais, alors ça marche pas. Oui, ça, donc... tac. Donc, je vais vous... Bon, je vais effectivement essayer de vous parler du rôle des activités humaines sur notre climat. En trois parties. D'abord les résultats principaux du GIEC, du récent rapport du GIEC. Ensuite, un peu essayer de vous dire que la France n'échappera pas au réchauffement climatique à travers un rapport qu'on a remis à Ségolène Royal il y a quelques mois. Et puis évidemment, vous parlez de la conférence de Paris. Alors quand on parle d'activité humaine sur le climat, il y a cette notion qu'il y a toujours des débats, ce qui est vrai. Il y a des questions qu'on se pose, des incertitudes, des questions auxquelles on ne répond pas encore d'ailleurs. Mais on a aussi des certitudes. Et ça, c'est important. Donc, je vais commencer par deux certitudes qui sont telles qu'elles sont énoncées dans le dernier rapport du GIEC. Le réchauffement est sans équivoque et sans précédent. Alors, sans précédent à l'échelle, alors sans équivoque. Alors, quand on parle du réchauffement, c'est pas le réchauffement année après année. Il faut mieux le regarder décennie après décennie. Hein, ce sont les mêmes données. Disons, toutes les dernières décennies étaient plus chaudes que celles... disons que depuis 1960, chaque décennie est plus chaude que la précédente. Et c'est les décennies les plus chaudes depuis 1850. Et vous n'êtes pas sans savoir que 2014 est en passe, en tout cas au niveau mondial, certainement au niveau français, d'être l'année la plus chaude qu'on ait jamais connue depuis 1880. Donc, alors, sans précédent, en fait, on montre, alors je ne vais pas beaucoup vous parler des données du passé, mais la conclusion est claire. Les 30 dernières années, hein, vous voyez, les 3 dernières décennies ont été les plus chaudes qu'on ait connu au cours du dernier millénaire, en tout cas au niveau de l'hémisphère nord. Pourquoi on dit au niveau de l'hémisphère nord? Parce que dans l'hémisphère sud, il n'y a pas assez de données pour remonter aussi loin. Mais sur l'hémisphère nord, c'est très clair. Donc cette idée, effectivement, il y a eu des périodes qui ont pu être aussi chaudes, mais pas plus chaudes que la période qu'on vit actuellement. Mais c'était plutôt assez ponctuel. Et quand on regarde l'hémisphère nord, ce n'est jamais
disons au même moment qu'il y a des périodes chaudes, si bien qu'on fait la moyenne, parce qu'on parle du Groenland vert, tout ça c'est assez mythique, la réalité est que nous sommes dans la période la plus chaude qu'on ait connue depuis 1000 ans. Alors évidemment, quand on parle de réchauffement sans équivoque, ce n'est pas simplement à travers la température, mais à travers beaucoup d'autres indices. Alors je pense que l'indice le plus parlant, le plus clair, donc c'est celui dont Annie Cazenave vous a parlé pour ceux qui étaient là, c'est l'élévation du niveau de la mer. Pourquoi l'élévation du niveau de la mer? Eh bien parce que l'élévation du niveau de la mer, c'est un indicateur intégré, il y a une seule valeur, et c'est un indicateur, disons l'élévation du niveau de la mer, ses composantes principales sont deux phénomènes, deux processus qui eux-mêmes sont fortement influencés par le réchauffement climatique. En premier lieu, il y a le fait que l'océan se réchauffe. Alors vous voyez, c'est ce qu'on voit. Donc le niveau de la mer, c'est en bas à gauche. L'océan, la chaleur dans l'océan, en fait, disons, l'essentiel de la chaleur liée à l'augmentation de l'effet de serre va dans l'océan, 93%, et ça se traduit dans les températures des couches de surface. La quantité de chaleur dans l'océan augmente de façon très claire, et ça provoque ce qu'on appelle une expansion thermique, donc ça contribue à l'élévation du niveau de la mer. L'élévation du niveau de la mer est de l'ordre de 3 mm par an actuellement, c'est-à-dire sur un rythme de 30 mm par siècle, à peu près un tiers lié disons, à ce réchauffement de l'océan. Les deux autres tiers se partagent, alors sont liés aux glaciers, mais là on fait disons, la distinction entre glaciers tempérés, nos Alpes, l'Himalaya, les Andes, les Rocheuses, les glaciers aussi périphériques du Groenland, donc les glaciers tempérés, enfin les glaciers dits tempérés, qui contribuent à l'élévation du niveau de la mer, et puis les glaciers, disons le Groenland, l'Antarctique, les calottes glaciaires, qui elles contribuent actuellement au niveau de la mer, ce qui n'était pas le cas il y a une vingtaine d'années. Ça c'est un phénomène récent qui est lié au réchauffement climatique. Par exemple au Groenland, eh bien, disons que l'écoulement il y a des grands fleuves de glace qui amènent la glace depuis le centre du Groenland jusque vers la région périphérique. Au cours des 20 dernières années, la vitesse d'écoulement de ces grands glaciers, disons de ces fleuves de glace, a été pratiquement multipliée par 2, donc d'où un débit des icebergs plus important et une contribution du Groenland et aussi de l'Antarctique de l'Ouest, cette partie de l'Antarctique qui est au sud de l'Amérique du Sud, à l'élévation du niveau de la mer, là aussi pour grossièrement 30-40%, et puis les glaciers tempérés pour 20 à 30%. Donc voilà, donc cette élévation du niveau de la mer, elle résulte vraiment de phénomènes qui sont liés au réchauffement climatique. Ce réchauffement climatique se traduit aussi sur les glaces continentales. Par exemple, l'enneigement, l'enneigement, il est maximum dans l'hémisphère nord à la fin du printemps, dans 2 ou 3 mois maintenant. Et donc cet enneigement, eh bien, il y a à peu près 2 à 3, c'est en haut à droite, il y a à peu près 2 à 3 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire 4 fois la surface de la France, de moins d'enneigé à la fin de l'été, à la fin du printemps qu'il n'y avait il y a une centaine d'années. Alors ce dont on parle à la fin, alors ça on n'en parle pas beaucoup parce que, mais ce dont on parle beaucoup, c'est plus tout simplement parce que ce ne sont pas des données très parlantes. Ces neiges, c'est sur la Sibérie, le Canada. Mais par contre, ce dont on parle beaucoup, c'est à la mi-septembre, la superficie de la banquise. Et vous voyez, c'est en bas à droite, eh bien, c'est la superficie de la banquise a pratiquement été divisée par 2 entre le début du XXe siècle et le début de ce siècle. Donc la banquise, c'est cette glace de mer très peu épaisse qui fond et qui se reforme ensuite l'hiver, bien sûr, mais son extension minimale, elle est à la fin de l'été, et vous voyez, elle a été pratiquement divisée par 2 dans une centaine d'années. Tout cela, ce sont des indices du réchauffement climatique, et pour ceux qui restent sceptiques avec tous ces indices, eh bien, il suffit de regarder autour de soi. Si vous regardez autour de vous, donc ça c'est le dernier rapport du GIEC, ça montre quoi? Eh bien, disons de façon très simple que si on regarde autour de soi, évidemment les glaciers alpins pour nous en neige, l'océan qui s'acidifie, les feux de forêt qui se multiplient quand même, disons les inondations dans le sud de l'Angleterre, le petit bonhomme en rouge, les rendements agricoles pour d'autres cas, les écosystèmes naturels, eh bien tous, disons ces indicateurs de la vie de notre nature évoluent dans le sens auquel on s'attend en cas de réchauffement climatique. Ce sont des indices très forts, mais plus, disons, en regardant autour de soi qu'en regardant un thermomètre ou bien des données satellitaires. Mais ça c'est vrai à l'échelle planétaire. Donc je l'ai montré pour l'Europe, mais vous voyez, où que vous soyez sur cette planète,
vous avez vraiment des manifestations du réchauffement climatique. Alors certaines sont attribuées aux activités humaines, d'autres pas. Alors en quoi les activités humaines sont-elles responsables? Alors largement et en premier lieu, et là aussi c'est une certitude, que la certitude est que nous modifions la composition de l'atmosphère en gaz à effet de serre. Donc cette certitude, ce sont des chiffres que vous connaissez certainement, 40% d'augmentation pour le gaz carbonique, méthane multiplié par 2,5, protoxyde d'azote 20%, avec à chaque fois, je ne vais pas trop détailler, des sources bien identifiées. Mais surtout, ce qu'on doit retenir, c'est que donc on parle en équivalent CO2, on peut mettre tous ces composés sur la même échelle, eh bien, disons, la contribution à l'augmentation de l'effet de serre est pour les 3/4 liée à notre utilisation au cycle, à l'énergie, c'est-à-dire, disons, on produit du gaz carbonique. Au gaz carbonique et une large part, 90% à l'énergie, quand on brûle du gaz, du charbon, du pétrole et évidemment des combustibles non conventionnels également. Donc il y a un lien très fort entre climat et énergie et c'est pour ça bien sûr qu'une conférence sur la transition énergétique est également très importante dans ce même contexte. Alors voilà, donc depuis le début de l'ère industrielle, qu'est-ce qu'on a fait à travers ces actions ou ces activités humaines? On a augmenté en gros de 3 watts par mètre carré la chaleur disponible pour réchauffer le système climatique. Tout simplement parce que le rayonnement solaire nous arrive sans trop de difficultés par ciel clair et là, disons, une partie est piégée par ces gaz à effet de serre et donc quand on augmente la quantité de gaz à effet de serre, il y a plus de rayonnement réfléchi qui se transforme en chaleur et ça c'est un peu simpliste comme explication, mais l'idée c'est qu'il y a plus de chaleur, pratiquement 1% de plus qu'il y a à peu près 200 ans, avec un phénomène qui contrecarre aussi lié aux activités humaines, qui contrecarre une partie de ce réchauffement, à peu près pour 20%, c'est la pollution au sens trivial du terme. Donc une atmosphère polluée, disons, ça contribue là aussi, parce qu'en plus il y a des aérosols sulfatés qui jouent un rôle comme noyaux de condensation, donc qui jouent un rôle dans la physique des nuages et donc dans les propriétés optiques de ces nuages. Et le résultat net, c'est que la pollution contrecarre une partie du réchauffement climatique, enfin du forçage climatique lié aux gaz à effet de serre. Globalement, à peu près 0,7 watts par mètre carré. Donc, nous sommes face à ces deux certitudes. Le climat se réchauffe, l'effet de serre augmente, mais l'étape à franchir, et là la discussion est extrêmement légitime, c'est de faire un lien entre les deux. Ce n'est pas parce qu'on a montré que disons, le chauffage augmente et que la température augmente qu'on a établi un lien entre les deux. Donc tout ce problème de l'attribution du réchauffement climatique est vraiment central dans nos disciplines. Les rapports du GIEC y consacrent beaucoup de leurs travaux. Et je crois que ça, c'est une des figures qui illustre le mieux la façon dont on procède. C'est largement, donc, on procède en comparant à travers des modèles climatiques. Ce sont les mêmes modèles qui sont utilisés par la météo de tous les jours, sauf qu'on les étend sur une période plus longue. Eh bien, on compare les données, c'est en noir, avec, dans le premier cas à gauche, disons, ce qu'on appelle les forçages naturels, les causes naturelles de modification du climat. Et dans ce contexte-là, il y a surtout l'activité solaire, l'activité volcanique. À chaque fois qu'il y a un grand volcan, on voit bien ici, par exemple, le Pinatubo en 90, eh bien, il y a un refroidissement qui se traduit à la fois dans les données, mais aussi dans les modèles. Mais vous voyez, globalement, si on ne tient compte que des causes naturelles, on n'explique pas le réchauffement des 50 dernières années. À l'inverse, si on tient compte à la fois des causes naturelles et des causes anthropiques, celles liées aux activités humaines, de façon très claire, on arrive à quelque chose de tout à fait cohérent entre données et, disons, modélisation, disons, projection du changement de l'évolution du climat à travers ce qu'on connaît des causes à la fois naturelles et liées aux activités humaines. Pour arriver à cette conclusion qu'il est extrêmement probable que l'influence de l'homme est la cause principale du réchauffement observé depuis le milieu du XXe siècle. Mais dans ce 5e rapport, nous sommes allés beaucoup plus loin, c'est-à-dire que nous avons été en mesure d'attribuer, le rapport attribue, disons, à chaque cause potentielle du changement climatique, de l'influence du climat, disons, elle attribue
sa contribution. Alors, on part d'abord des observations en haut en noir. Bon, s'il y avait les gaz à effet de serre tout seuls, eh bien, c'est pour le réchauffement des 50 dernières années. Alors, ce réchauffement, il est de 2/3 de degré à l'échelle planétaire. Vous voyez, le vert, c'est si on prend un modèle avec les gaz à effet de serre tout seuls, 3 watts par mètre carré, on arrive à expliquer près de plus que, en fait, les observations. Mais quand on tient compte de l'effet un peu de refroidissement lors des aérosols, c'est le AA, on arrive à un effet lié aux activités humaines. En fait, le orange-marron, là, anthropique, ANT, c'est la différence entre gaz à effet de serre, enfin c'est la somme en fait, mais c'est la somme entre gaz à effet de serre et l'effet négatif des aérosols. Eh bien, on voit que, en gros, c'est d'où la conclusion que j'ai donnée avant. Eh bien, le réchauffement observé, il est comparable, à 2/3 de degré, il est comparable à ce qui peut être attribué aux activités humaines. Disons, l'explication... Bon, l'autre façon de le dire, c'est de voir que les causes naturelles, en gros, comme il n'y a pas d'augmentation de l'activité solaire en moyenne, il y a un cycle de 11 ans, mais il n'y a pas d'augmentation en moyenne, ne peut pas expliquer ce réchauffement. Vous voyez, donc, parce que, en fait, par exemple, la variabilité, les causes naturelles, quand on parle de causes naturelles comme l'activité solaire, ça peut expliquer que de l'ordre de 1/10 de degré. Voilà, donc c'est un peu pour vous dire que, enfin, nous sommes convaincus, de façon très claire, que nous sommes déjà dans un monde dont nous modifions le climat. Disons que cette affirmation ou cette conclusion très forte nous a pris du temps, une vingtaine d'années. Les 5 rapports du GIEC, ça a progressé, mais nous en sommes là. Alors maintenant, vers quoi va-t-on? Alors vers quoi va-t-on? Eh bien, ça dépend évidemment de la façon dont nous allons nous comporter. Voilà, et je vous laisse regarder ce graphe qui est un peu compliqué. Donc, en fait, dans le rapport du GIEC, on souhaite présenter de façon assez simple notre futur. Alors, on l'a, disons, illustré à travers... Je crois qu'on comprend bien de façon intuitive que plus on va mettre de gaz à effet de serre, plus on prend un risque d'un réchauffement important. Et cette intuition, bien sûr, c'est ce que nous confirment les modèles. Donc, quand on parle d'un scénario émetteur, c'est un scénario dans lequel les émissions de gaz à effet de serre, disons, on ne se soucierait pas de ce problème d'effet de serre. Disons qu'on ne s'en occupe pas, on continue à notre mode de développement largement basé sur l'utilisation de combustibles fossiles. Et donc, à la fin du siècle, on risque, donc en 2100, on risque d'arriver à des réchauffements de 4 à 5 degrés en moyenne globale. Alors, il y a une autre caractéristique, c'est que dans le cas de ce scénario émetteur, ce n'est pas du tout stabilisé à la fin du siècle. En fait, quand on poursuit le scénario, on arrive à 6-7 degrés à la fin du siècle prochain. Alors évidemment, il y a quelque chose de symbolique dans le 2100, c'est que, je le dis souvent, donc, si on parle jusqu'à 2100, on ne parle pas des générations futures, mais de vous, c'est-à-dire tous les jeunes qui sont ici à l'université. En 2080, vous serez encore là, en 2100, pour certains, certainement. Voilà, et puis ceux qui sont dans les cours d'école. Je veux dire simplement que c'est un peu symbolique, 2100, mais ce sont les générations d'aujourd'hui. C'est ça qui est important. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans ce cas-là? Vous voyez, donc à droite, les conséquences du réchauffement climatique sont... Alors, c'est des catégories, il y a 5 catégories. Comme je ne veux pas trop détailler, j'ai pris cette façon. Alors, la première catégorie, j'y reviendrai tout à l'heure, sur les catégories, dans le graphe suivant, de façon plus explicite. Il y a 5 catégories, et vous voyez tous les indicateurs donc avec un degré de risque du réchauffement climatique élevé, très élevé quand vous êtes rouge, violet. Et vous voyez que si vous êtes dans cette zone, eh bien tous les indicateurs sont au rouge. C'est très clair. À l'inverse, alors vous voyez aussi que quand on parle de réchauffement en bas à droite de 4 à 5 degrés en moyenne, c'est plus sur le continent. On en reparlera. La France, c'est vraiment autour de 5 degrés. C'est encore beaucoup plus dans le Grand Nord. C'est là où Maxime travaille. Donc, c'est 2 fois plus rapide. Donc, à peu près qu'en moyenne globale. Parce qu'il y a des effets de rétroaction liés justement, en partie au moins, à la diminution des surfaces englacées et des surfaces enneigées, parce que tout simplement, ces surfaces ont tendance à renvoyer le rayonnement solaire, tandis qu'elles sont remplacées par des surfaces absorbantes. Donc voilà, c'est un monde très différent du monde actuel, avec des conséquences très importantes. À l'inverse,
Donc on essaiera de parler du scénario sobre, celui effectivement qui répond aux objectifs que se sont fixés tous les pays de maintenir le réchauffement climatique à long terme en dessous de 2 degrés. Et donc vous voyez que ce scénario sobre, j'y reviendrai, eh bien, on reste alors autour de 2 degrés, et puis il est stabilisé à la fin du siècle, c'est très différent de l'autre scénario. Et quand vous regardez les conséquences, eh bien, effectivement, il y a un premier indicateur qui est au rouge, c'est celui lié au récif corallien, mais globalement, on a vraiment le sentiment qu'on peut s'adapter au réchauffement climatique si on réussit à en limiter l'ampleur. Alors un peu plus de détails sur ces conséquences. Alors vous voyez, donc, on ne pourra pas échapper au réchauffement climatique, mais l'idée c'est quand même de limiter le réchauffement de façon à ce qu'on puisse s'y adapter. Donc dans la première catégorie, eh bien, ce sont des systèmes tels que alors, les récifs coralliens qui sont mis à mal dès que le réchauffement est supérieur à 1 degré. Il y a aussi le problème de l'acidification de l'océan qui est un vrai problème, hein, les calottes glaciaires aussi, par exemple la fonte du Groenland est quelque chose qui vraiment, et on revoit ça à la fin sur le niveau de la mer, est quelque chose qui peut survenir, j'y reviendrai, si le réchauffement climatique est maintenu très longtemps. Les extrêmes climatiques, la deuxième catégorie, on peut parler d'inondations, de sécheresse, de canicules, mais aussi dans certaines régions de cyclones dont on ne sait pas très bien s'ils vont augmenter ou pas, mais dont on pense que l'intensité maximum risque d'augmenter, donc les dégâts associés. Ensuite, la troisième catégorie, alors, c'est lié au développement, cette idée que sur notre planète, il y a des pays très vulnérables, d'autres qui le sont moins. La France n'est pas au rang des premières régions les plus vulnérables, mais sous cette catégorie, on va retrouver par exemple tout ce qui concerne les migrations qui risquent d'augmenter, les réfugiés climatiques. Et puis la quatrième catégorie, c'est tout ce qui est lié, alors on ne parle plus de température, tout ce qui est lié de façon indirecte enfin même assez directe au réchauffement climatique, les ressources en eau qui seront affectées, la perte de biodiversité qui augmentera, les rendements agricoles, les écosystèmes naturels qui seront largement affectés, voilà, et puis les problèmes de santé, d'environnement. Hein, disons que c'est par grande catégorie. Et puis, disons, on parle dans la dernière partie de phénomènes irréversibles. Hein, la fonte du permafrost, des pergélisols, c'est sols gelés, la fonte, par exemple, possible du Groenland, qui joue sur le niveau de la mer de façon irréversible. Le niveau de la mer lui-même, l'augmentation est irréversible. Hein, c'est quelque chose de très clair. Donc voilà, donc c'est un peu pour vous redire toutes ces catégories. Et j'insiste sur 3 d'entre elles. Donc cette disparition, donc l'élévation du niveau de la mer, elle est évidemment moins importante avec le scénario sobre, plus importante alors à la fin du siècle de l'ordre mais elle serait de toute façon de 30 à 50 cm au minimum à la fin du siècle, et jusqu'à 1 mètre, 80 cm, 90 dans le cas du scénario le plus élevé, avec des différences régionales. Et puis un des problèmes de l'élévation du niveau de la mer, c'est que même si le climat était stabilisé, il se poursuivra. Donc on n'échappera pas à échéance de 1-2 siècles à des élévations du niveau de la mer d'au moins 1 mètre, mais avec un risque de beaucoup plus à l'échelle millénaire, si rien n'est fait pour, en gros, si le réchauffement climatique reste, disons, de l'ordre de 1, 2, 3 degrés, entre 1 et 4 degrés, il y a un risque de fonte du Groenland à échéance du millénaire. Donc ça, c'est à très long terme, mais cette idée que quand on parle disons, d'élévation du niveau de la mer, il ne faut pas se limiter à 2100, il se poursuivra après, et vraiment un point très fort. Et pour moi, c'est une des conséquences les plus importantes du réchauffement climatique. Mais si vous êtes intéressé par la nature, je suis sûr qu'il y en a qui sont beaucoup, il y en a aussi beaucoup qui le sont ici, et là, il y a aussi ces problèmes de biodiversité. Des façons d'illustrer, vous voyez, donc ce sont différentes espèces, hein, de gauche à droite, des arbres, des plantes, des mammifères, 2 types de mammifères, des rongeurs, des primates, et ensuite, disons, les insectes et des mollusques. Donc, faune, flore. Et vous voyez les traits, eh bien, c'est, par exemple, la vitesse de déplacement du climat, si vous êtes dans le scénario émetteur, là-haut, donc ça va jusqu'à là-haut. Qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, c'est que pour beaucoup d'espèces, dans ces cas-là, disons, la capacité à se déplacer de beaucoup d'espèces est plus faible que le déplacement climatique. Donc c'est très clair que, à moins qu'on les aide, eh bien, ces espèces seront affectées, et ça touche beaucoup d'espèces. Évidemment, on voit bien que cette vitesse de déplacement se modifie. Alors elle se modifie si on est en terrain
disons, montagneux, donc disons qu'il y a des refuges plus faciles d'accès en termes de température, il y a besoin de moins se déplacer, et il est aussi moins important, mais vous voyez quand même que c'est assez impressionnant de comparer le scénario émetteur et la capacité de déplacement d'espèces faune-flore. Ça montre le problème auquel, disons, ces écosystèmes, disons, il n'y a pas que l'humanité qui est affectée, il n'y a pas que nous. Alors les rendements agricoles, je vais évidemment pas tout, je crois que c'est le dernier exemple que je montre sur les impacts. Les rendements, une chose que en fait, par exemple en France, si on regarde actuellement, l'INRA fait des études montrant que, en fait, on constate que sur les 10 dernières années, le rendement du blé a commencé donc il a augmenté régulièrement depuis 50 ans, et puis il a commencé à stagner au cours des 10 dernières années, et nos collègues de l'INRA attribuent en tout cas une part de cette stagnation au réchauffement climatique, au climat. En fait, il y a moins de précipitations et ça joue sur les rendements agricoles. Alors si on regarde maintenant à l'échelle globale, évidemment, il y a des régions où les rendements agricoles vont être favorisés. On peut penser, par exemple, je sais pas, l'Ukraine, la Sibérie, des régions qui se réchauffent de 2, 3 degrés, 4 degrés. Ça ne fait pas de mal au rendement agricole. Il y a des régions gagnantes, mais il y a aussi beaucoup de régions perdantes. Et quand on regarde de façon agrégée les 4 principales cultures vivrières, donc blé, riz, maïs et soja, eh bien on voit qu'effectivement, dans la prochaine décennie, enfin 2010-2029, les endroits qui gagnent et les cultures qui gagnent sont à peu près équivalentes à celles qui perdent. Alors celles qui gagnent, c'est en bleu. Celles qui perdent, c'est là où il y a diminution des rendements, c'est en jaune et marron. Mais vous voyez qu'à mesure que le réchauffement climatique se met en place, si vous allez directement disons aux 20 dernières années, 2090-2109 en fait, disons à la fin du siècle, eh bien les parties, disons, les pertes en termes de rendement agricole sont beaucoup plus importantes que les gains. Il y a toujours des gains, évidemment, dans certaines régions, mais vous voyez que, toutes choses égales par ailleurs, les rendements agricoles et donc, disons, tous les problèmes d'alimentation, de sécurité alimentaire sont rendus difficiles. Évidemment, il y a aussi derrière le problème démographique dont il faudra tenir compte. Donc, simplement pour vous dire maintenant que la France n'échappera pas au réchauffement climatique. Alors là, je m'appuie sur, en fait, c'est un rapport depuis, en fait, dans le cadre du Grenelle de l'environnement, je m'étais impliqué dans tout ce qui concerne le Grenelle sur climat-énergie, ensuite sur le plan d'adaptation au réchauffement climatique. Et donc la ministre de l'époque, qui était Chantal Jouanneau, m'avait confié le soin de coordonner, disons justement des scénarios sur la France, de regarder ce qui pourrait se passer sur la France. Alors, je ne fais pas grand-chose sauf coordonner. Vous voyez, donc, ceux qui travaillent, ce sont notre institut, l'Institut Pierre-Simon Laplace, Météo France, dans ce cas-là, l'INERIS, mais également le CERFAX. Donc on a fait l'intérêt de ce rapport de cette année. Donc, cette mission est toujours, disons, elle se poursuit. Alors, cette année, on a centré le rapport sur, justement, les nouveaux scénarios du GIEC. Donc, en gros, disons, mes collègues ont décliné, en couplant les modèles globaux et des modèles régionaux, ces scénarios du GIEC que je vous ai montrés sur la France. Alors, le prochain, on est en train celui qui est en train d'être préparé actuellement, donc le 2015, va être sur l'élévation du niveau de la mer. Alors d'abord, la France n'échappe pas au réchauffement climatique. Bon, aujourd'hui, c'est pas clair, je suis d'accord. Mais quand même, 2014, vous voyez, c'était vraiment, au niveau planétaire, ça se joue à 1/100 de degré, mais au niveau français, c'est vraiment 1/10 de degré plus chaud que 2011, qui a été jusqu'ici l'année la plus chaude. La dernière année à droite, c'est 2014. Donc ce sont les données de Météo France. Et c'est encore plus clair pour l'Europe. Au niveau européen, il y a 0,2 de degré entre 2014 et l'année précédente la plus chaude. Donc on n'échappe pas au réchauffement climatique, mais pour le moment, le réchauffement climatique, il est perceptible, mais pas dangereux. C'est pas un problème. Mais voilà ce que ça risque de devenir, disons, je vais vous parler de la fin du siècle. Demander de vous concentrer sur les deux figures du bas. Alors d'abord, on veut illustrer que c'est pas facile de passer d'un climat global à un climat régional. C'est-à-dire que plus on descend en échelle, alors on est content, on va donner des résultats à une échelle de 10 km sur 10 km, mais les incertitudes, eh bien, en tout cas pour les précipitations, mais même là, vous voyez, pour les températures, les incertitudes augmentent. C'est-à-dire qu'il y a quand même des différences entre les modèles. Et donc ce qu'on a voulu illustrer entre
là, vous avez deux modèles. À droite, c'est Météo France, à gauche, et le modèle régional associé. À gauche, donc Aladin, à gauche, l'IPSL. Donc, il y a des réchauffements importants. Mais vous voyez qu'il y a aussi des différences d'un modèle à l'autre. Mais ce qu'on retient quand même, c'est... Donc, par exemple, dans le modèle de Météo France, c'est celui qui, dans ce cas-là, donne les réchauffements les plus importants. Mais en tout cas, dans les deux cas, le sud-est de la France est sujet à des... Là, on parle d'été, des étés de 4 à 5 degrés plus chauds en moyenne à la fin du siècle qu'un été moyen du XXe siècle. Donc ça, c'est peut-être pas très parlant. Donc vous voyez, mais quand on regarde... quand on regarde une série temporelle, hein, j'aurais pu le mettre directement après. Maintenant, si on regarde non pas, disons, les valeurs moyennes à la fin du siècle, mais année après année, donc là, il y a le scénario émetteur en rouge, et vous voyez bien, donc les données sont en noir avec 2003. Donc 2003 était, enfin, ça nous laisse ça nous laisse quand même le souvenir d'un été très spécial, y compris en région parisienne. En fait, 2003, si on prend les mois de juin, juillet, août, qui représentent l'été, n'était, entre parenthèses, que 3 degrés plus chaud qu'un été normal du XXe siècle. Vous voyez. Donc, et si on prend le scénario émetteur, eh bien, pratiquement à partir de 2050-2060, quasiment tous les étés seront plus chauds que 2003. Donc, la valeur moyenne, effectivement, à la fin du siècle, c'est de l'ordre de 4 à 5 degrés plus chaud. Ça, c'est pour l'Île-de-France. Et puis, les étés caniculaires de cette dernière partie du siècle risquent d'être 7 à 8 degrés plus chauds qu'un été moyen du XXe siècle. Et donc, carrément invivables dans nos grandes métropoles. Parce qu'il y a aussi le problème d'îlots de chaleur. Donc, ça montre bien, là, c'est probablement une des difficultés auxquelles, disons, nos villes risquent d'être affrontées, nos métropoles risquent d'être affrontées à la fin du siècle. Donc, il faut des choses qu'il faut se préparer. À l'inverse, si vous avez un scénario moins émetteur, dans ce cas-là, c'est un scénario intermédiaire, le scénario vert. Donc, c'est peut-être pas très clair sur la figure, mais bien pratiquement, il y a quelques étés qui dépassent 2003, mais très peu. Disons, donc, on voit l'intérêt quand même, à travers ces étés en France, en Île-de-France, de lutter contre le réchauffement climatique. Donc, il y a aussi d'autres problèmes, alors des vagues de chaleur évidemment de plus en plus importantes, mais aussi des sécheresses de plus en plus importantes l'été, donc des sécheresses de plus en plus importantes. Mon collègue Serge Planton, des sécheresses comme on n'en a jamais vu dans le sud-est de la France. Donc c'est les problèmes de ressources en eau, d'agriculture, de viticulture, tout cela qui est... Et puis aussi à l'inverse, sur le pourtour, disons sur la façade atlantique, c'est plutôt l'hiver où il y a un risque de précipitation plus importante, un peu comme on a connu l'hiver dernier. On comprend bien que les hivers très doux, il y a beaucoup de vapeur d'eau qui arrivent de l'océan, et s'il y a des perturbations à répétition, perturbations océaniques, eh bien ça provoque des précipitations plus importantes. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, alors ce qui est bien, c'est que ce qui est bien dans ce domaine du réchauffement climatique, c'est que pratiquement nos décideurs politiques ont réagi assez rapidement, et disons avec bon sens. Donc 90, c'est le premier rapport du GIEC. Disons que, donc moi je travaille sur les aspects changement climatique. Donc comme l'a rappelé Maxime, c'est, disons, mon domaine de travail, c'était plus les données passées. Disons que par exemple le lien qu'on a, disons, mis en évidence entre gaz à effet de serre et climat, en particulier entre les équipes de Grenoble et de Saclay, c'est ce qu'on a fait dans les années 80. Ça a participé à la prise de conscience. Également les modélisateurs qui disaient déjà dans les années 70 que si on doublait la quantité de CO2, nous irions vers des réchauffements de 4 à 5 degrés, de quelques degrés. On parlait là, dans ce cas-là, du milieu du XXIe siècle, et on n'en est pas loin. Je veux dire, la possibilité de doubler les quantités de gaz carbonique au milieu de ce siècle sont encore là. Donc, 90, premier rapport du GIEC, et 92, la Convention climat, qui est une convention de bon sens. Alors, une convention de bon sens, c'est que, disons, dans cette convention, eh bien, il y a un objectif qui est de stabiliser des concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation dangereuse du système climatique. Donc, justement, ce graphique que je vous ai montré, c'est à partir d'un
de cela qu'on définit les perturbations dangereuses actuellement et ce niveau de 2 degrés. Alors au départ, donc, vous voyez les qualificatifs de disons de cet article 2 qui est l'article central de la Convention climat. Donc ça c'est au sommet de la Terre de Rio. Il y a 2 autres conventions qui sont discutées, celle sur la biodiversité et celle sur la désertification. La Convention climat s'est mise en place, a commencé à travailler très rapidement, alors que la Convention sur la biodiversité ne se met en place que maintenant 20 ans après. La Convention climat se met en place. Alors ça se met en place à travers des réunions annuelles. Enfin, il y a beaucoup d'autres réunions, mais il y a ce qui est très visible. C'est la plénière, on appelle ça la conférence des parties. Donc celle de Paris cette année sera la 21e. Disons, s'y réunissent les représentants des pays. Donc ces conventions, eh bien, on appelle ça des COP. La première, c'était à Berlin en 1995, donc ça s'est mis en place rapidement. Et il y en a 3 qui sont emblématiques. Celle de Kyoto, celle de Copenhague, et on l'espère du moins de façon positive, celle de Paris. Alors, je vais essayer de vous dire pourquoi. D'abord, vous dire quel est le lien entre le GIEC ne fait pas et la Convention climat. Alors, le GIEC ne fait pas de recommandations, c'est très important. Le GIEC fait un diagnostic, c'est-à-dire qu'on ne va pas dire... L'idée, c'est de fournir aux décideurs politiques les éléments pour qu'ils prennent leurs décisions. C'est pas de leur dire, en gros, on leur dit, un peu ce qu'on dit là, si on émet beaucoup de gaz à effet de serre, vous aurez un réchauffement plus important, des conséquences plus importantes. Si on émet moins de gaz à effet de serre, on ira vers un monde plus facile à vivre. Donc ça, c'est le message. Après, c'est bien aux décideurs politiques de prendre des décisions, et elles ne sont pas simples à prendre, on va le comprendre, et c'est au sein de cette convention climat que, en tout cas, ces décisions sont discutées. Alors pourquoi 3 conférences emblématiques ? Parce que celle de Kyoto, c'est la 3, la COP 3 en 1997, eh bien c'est celle d'un premier accord de réduction des gaz à effet de serre. Donc ça a été relativement rapide, entre 92 et 97, pour mettre en place, donc avec cette idée que sur cet objectif, que sur la période 2008-2012, les pays développés, commencent à faire des efforts de diminution, de stabilisation pour certains, diminution pour d'autres de leurs émissions de gaz à effet de serre. Étant entendu que les pays en voie de développement, il y a 2 catégories dans cette convention, n'avaient pas, disons, d'objectif, sauf de rendre compte de leurs émissions. Donc, ce protocole de Kyoto se met en place. Malheureusement, tous les pays développés ne l'ont pas endossé, en particulier les États-Unis, mais également après le Canada. Mais globalement, donc, sur la période 2008-2012, il y a quand même eu, les pays développés en moyenne, les pays qui se sont engagés dans le protocole de Kyoto ont à peu près répondu à l'objectif. Bon, mais on me dit souvent que c'est vrai, la France a diminué ses émissions, mais c'est au prix d'une diminution de l'activité économique, d'une importation de gaz à effet de serre à travers par exemple, tout ce qui nous vient de Chine. Alors, est-ce qu'on compte ce qu'on émet vraiment en France ou est-ce qu'on tient compte de tous les matériaux qu'on importe ? Mais en tout cas, disons, stricto sensu, en termes de bilan sur la France a tenu cet objectif qui était d'un maintien de ses émissions de gaz à effet de serre par rapport à 90. Alors, on arrive en 2009, il n'y a plus rien après 2012, donc c'est là qu'arrive la conférence de Copenhague, avec comme objectif de mettre un accord, on parle de la seconde phase du protocole de Kyoto, un accord qui, sur une période 2013-2020, qui permette effectivement, parce que c'est là que ça commence à être inscrit dans la Convention climat, la Convention climat change vraiment de nature, d'une convention qualitative. Vous voyez, dans la première Convention climat, il n'y avait pas d'objectif chiffré. On passe à un objectif chiffré à partir de Copenhague. C'est à la conférence de Copenhague que rentre dans les textes l'objectif de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés par rapport aux conditions pré-industrielles. On a déjà pris un peu plus de 1,5 degré. Donc, Copenhague, normalement l'objectif c'était de mettre en place un accord ambitieux sur 2013-2020. En fait, il y a bien un accord, il y a bien une seconde phase du protocole de Kyoto, mais seuls s'ils sont engagés de façon contraignante, l'Europe et quelques autres pays. Et l'Europe, ça ne représente que 10 à 12% des émissions. Donc on voit bien que c'est
Pourquoi on parle d'échec de Copenhague? Alors certains autres pays ont pris des engagements volontaires, mais on est loin du compte. Donc si on parle disons d'un échec de Copenhague, c'est qu'effectivement la seconde phase du protocole de Kyoto, dans laquelle nous sommes actuellement, n'a rien d'ambitieux, même moins, puisque les émissions de gaz à effet de serre n'ont jamais augmenté aussi rapidement qu'au cours des années récentes. Donc, pourquoi donc Paris devrait-elle être importante? Eh bien parce qu'on n'a plus rien après 2020, même si on n'a pas grand-chose d'ici 2020. Donc l'idée de Paris, de la conférence de Paris, c'est de mettre sur pied, pour qu'elle soit, disons, réellement opérationnelle en 2020, un accord, pour qu'il soit opérationnel en 2020, un accord ambitieux, qui implique tous les pays de la planète, non seulement les pays en développement, et qui permettent effectivement de rester sur des trajectoires qui, à long terme, ne conduisent pas à un réchauffement supérieur à 2 degrés. C'est ça l'objectif de la conférence de Paris. Et pourquoi c'est difficile? Eh bien parce que, en fait, il y a déjà une première chose. Donc, pourquoi c'est difficile? Je pense que un premier tableau va vous dire, vous en montre la difficulté. Je vous ai dit que 80% des émissions de gaz à effet de serre, enfin en tout cas pour l'an dernier, c'était le gaz carbonique, dont 90% liés à l'énergie. Donc ça veut dire les 3/4 liés à l'énergie. Et en fait, quand on regarde, disons, le réchauffement à long terme est directement proportionnel à la quantité cumulée de CO2. C'est un des résultats du dernier rapport du GIEC. Donc pratiquement, disons, le réchauffement qu'on aura à long terme, eh bien, c'est la quantité de CO2 qu'on a émise depuis le début de l'ère industrielle jusqu'à la fin des émissions. Et donc, on sait que cette quantité, si on veut ne pas dépasser 2 degrés, eh bien, on n'a pas le droit à plus de 900 tonnes d'équivalent CO2. En fait, on a déjà utilisé les 2/3, donc il ne nous reste plus que un peu moins de 300 tonnes, en fait 250 tonnes d'équivalent CO2. Et ça veut dire que, alors que si vous regardez les réserves, ce qui est dans le sol facilement accessible, eh bien c'est à peu près 1500. Donc vous voyez, je parle bien des réserves, quand on parle en milliards de tonnes de gaz carbonique, vous avez à peu près 1500 milliards de tonnes de gaz de carbone, disons, dans ces différentes réserves. En fait, on voit que les réserves ont pratiquement doublé, moins dans ce tableau, depuis disons, la prise en compte ou l'extraction de combustibles non conventionnels. Vous voyez, gaz non conventionnel et puis pétrole non conventionnel, ça fait à peu près la moitié. Donc on voit bien que du point de vue du climatologue, ça pose la question de l'exploitation de ces ressources non conventionnelles. Mais en tout cas, ça veut dire aussi que c'est en gros entre 20 ou 30%, on peut toujours discuter sur les chiffres. Si on veut limiter à 2 degrés, il ne faut pas exploiter plus de 20 à 30% de ce qui est facilement accessible en termes de combustibles fossiles. Alors je ne parle pas évidemment des ressources, ce qu'on espère un jour être possible. Les ressources, c'est 7 à 8 fois plus grand. Donc là, c'est plutôt 3% des ressources. Ça équivaut aussi, on est à 10 milliards de tonnes chaque année. Ça veut dire que si on reste au rythme actuel, c'est en gros 25 ans d'exploitation, disons, d'émissions au rythme actuel. Donc évidemment, ce n'est pas ce qu'on va faire, au mieux. Ce que nous disent les économistes, eh bien, c'est que si on veut respecter cet objectif de degrés, eh bien, en gros, il faudrait limiter, disons, à horizon 2050, que les émissions aient été soit entre 40 et 70% des émissions de 2010. En fait, ça veut dire division par 2, voire par 3. Par 2, c'est 50%, par 3, 66%, au cours entre 2050 et 2010. Et surtout qu'il faut continuer ensuite de façon à avoir pratiquement zéro carbone à la fin du siècle. Vous voyez bien, si on veut rester en dessous de 2 degrés, donc c'est un mode de développement complètement différent de celui sur lequel nos générations se sont construites, à savoir pétrole, gaz, charbon dans d'autres pays. Et c'est ça qui est vraiment au cœur de cette transition. D'où bien sûr, transition énergétique en France, mais c'est une transition à l'échelle mondiale qu'il faudrait être en mesure d'opérer si on veut que, disons, cet objectif de 2 degrés soit respecté. Alors, ce que nous dit le rapport du GIEC, c'est techniquement possible, je ne m'étendrai pas là-dessus, et il y a urgence, et économiquement également possible.
Hein. Ce type de transition ne coûterait que, disons, 1 an tous les 30 ans en termes de PIB. Et ceci en ne tenant pas compte des co-bénéfices en termes de santé, disons en gros de bien-être, de catastrophes évitées, si on lutte contre le réchauffement climatique. Donc, c'est vrai qu'à court terme, ce sont toujours des transitions difficiles, mais à moyen terme, je pense qu'économiquement, c'est gagnant. J'en parlerai pas trop ici, mais terminer en vous montrant la difficulté des conférences de Paris, vous laissez quelques questions. Disons, la première difficulté vient de l'observation. Hein. Quand on parle comme le gaz carbonique est au cœur de la stabilisation, les émissions de gaz carbonique augmentent très rapidement. Hein, ce que je voulais dire, on a 10 milliards de tonnes, alors qu'on était à 6 en 90. Donc vous voyez que, disons, on demande effectivement à ces émissions qui augmentent très rapidement de redescendre, si possible, d'ici 2020. Et ça veut dire que la conférence de Paris, il y a aussi, il faudrait, bien sûr, c'est un accord ambitieux pour l'après 2020. Il y a aussi, il faut agir d'ici 2020. Si on ne fait rien d'ici 2020, c'est important. Eh bien, si on continue comme, disons, sans prendre de mesures, eh bien, on sait de façon, même si on avait un accord ambitieux après 2020, on voit que, eh bien, le réchauffement climatique serait au minimum de 3 degrés à long terme. Alors, disons, ce dernier transparent montre aussi que la difficulté d'engager tous les pays. Vous voyez que, disons, quand on regarde l'augmentation des émissions de CO2, quand elles sont largement, disons, Chine, États-Unis jouent pour 40%, l'Europe à peu près 10%. On voit bien qu'il faut entraîner ces grands pays. Alors, il y a eu un accord pour le moment entre la Chine, les États-Unis ont annoncé un accord. La Chine, que leur pic d'émissions serait en 2030 au plus tard. Et puis, les États-Unis, avec des réductions de 20 à 30% par rapport à 2005. Ce sont des propositions intéressantes, mais qui sont largement insuffisantes par rapport à l'ambition des 2 degrés. Alors, on attend les contributions des autres pays, normalement pour mars, mais on voit bien que la difficulté d'un succès de la conférence de Paris, ce sera extrêmement difficile de mettre nos économies, nos civilisations sur des trajectoires qui, à long terme, respectent l'objectif 2 degrés. Mais je crois qu'il faut quand même, enfin je le fais, moi je m'y implique pas mal. Je suis dans le comité de pilotage de cette conférence. On organise une grande conférence scientifique en juillet. Je crois qu'effectivement, je suis assez fier que la France ait pris la responsabilité de cette conférence, qui devrait quand même marquer, et j'espère que ça ne marquera pas par l'idée d'un échec, mais plutôt au moins d'un succès. Merci beaucoup.